À partir de 1887, Fabergé créera des succursales à Odessa, à Kiev, à Moscou. Au sommet de son activité, la maison Fabergé emploie plus de 500 personnes. La succursale de Moscou est un triomphe. Le magasin a un département consacré à l'argenterie et un autre à la bijouterie. L'entreprise s'adresse à une clientèle différente de celle de Saint-Pétersbourg. La bourgeoisie de Moscou est en effet plus attachée à une culture russe traditionnelle. Franz Bierbaum note: Si le travail produit à Saint-Pétersbourg représente la belle époque, l'internationalisation de la Russie, celui de Moscou symbolise le cœur du pays et l'âme russe. Les ateliers de Moscou et ceux de Saint-Pétersbourg produisent de somptueuses pièces en argent. Des créateurs moscovites conçoivent aussi des objets décorés par de l'émail cloisonné richement coloré. Les scènes, souvent romantiques, sont des reproductions d'œuvres peintes par des artistes renommés. À partir de 1900, le style russe fut combiné avec des éléments de l'Art nouveau. Pour faire face à la demande, Fabergé décide de rationaliser les conditions de fabrication. Il fait construire rue Bolchaïa-Morskaya une immense maison en granit gris-rose qui est inaugurée en 1900. La bâtisse lui permet de réunir la plupart des artisans et les principaux ateliers qui travaillaient disséminés dans Saint-Pétersbourg. Les grands-ducs et les grandes-duchesses y viennent avec plaisir et passent de longs moments à choisir leurs articles. L'arrivée du XXe siècle et l'exposition universelle de Paris marquent le sommet de la vie professionnelle des Fabergé. Dans le pavillon russe, Fabergé dispose d'une vitrine. Son triomphe est total. Il reçoit une médaille d'or et il est décoré de la Légion d'honneur, la plus haute distinction de la République française. Pour fêter le nouveau siècle et les années à venir, Fabergé a imaginé pour l'impératrice Maria, la mère de Nicolas II, un œuf horloge dans le style Régence, particulièrement élégant, l'œuf au coq. L'horloge ronde est enduite d'un émail blanc. Les chiffres du cadran sont sertis de diamants. Les aiguilles sont des filigranes d'or en forme de flèche. L'horloge est coiffée d'une tresse de laurier ornée de perles et de diamants. Un treillis assez large, avec des glands, est complété par des guirlandes de fruits et de baies suspendues. La surprise est un coq qui chante. Un couvercle se soulève et il surgit au sommet de l'œuf. En 1904, Fabergé livre à Alexandre Kelch un autre œuf nommé Chanteclair, très inspiré par l'œuf au coq. « 1904 et 1905 sont des années sombres pour la famille impériale. Le 8 février 1904, les torpilleurs japonais ont attaqué la flotte russe au mouillage à Port-Arthur. La guerre provoque l'affrontement de plus de 2 millions d'hommes.
le conflit va se terminer le 5 septembre 1905 par la défaite de la Russie. Pendant les 2 ans que dure cette guerre, le rituel festif des œufs de Pâques impériaux est suspendu. Toujours dans ces années néfastes pour les Romanov, la révolte populaire gronde, car la vie des paysans dans les campagnes est ponctuée de périodes de famine, et dans les villes, la concentration ouvrière favorise l'organisation de grandes grèves. La première révolution éclate à Saint-Pétersbourg le 9 janvier 1905. Nicolas II est contraint d'octroyer une constitution garantissant les libertés fondamentales et une assemblée élue, la Douma. En 1913, le tsar lance les festivités du 300e anniversaire du pouvoir des Romanov. Pour Fabergé, c'est l'occasion de la plus grosse commande officielle. Cette fête somptueuse est la dernière avant l'apocalypse. En août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Par le jeu des alliances et des traités, la Russie est plongée dans le conflit. L'armée russe subit rapidement des pertes en vie humaine massives. Le tsar décide de se mettre à la tête des armées. Malgré cet engagement personnel, les troupes russes sont obligées de se replier et leur dénuement devient catastrophique. Les ouvriers de Fabergé sont partis à la guerre. À leur place, des femmes fabriquent du matériel utile aux armées russes. Entre autres fournitures, elles livrent 2 millions de douilles. Néanmoins, la tradition des cadeaux de Pâques se perpétue. L'œuf de 1916, offert à Maria Féodorovna, fait référence à la gloire militaire. L'œuf de l'ordre de Saint-Georges est d'une extrême sobriété. La coquille est en émail clair, parsemée de médailles qui semblent sortir de la brume. Il est orné d'un ruban et de 2 médaillons représentant la croix et la médaille de Saint-Georges qui se soulèvent pour révéler les portraits du fils et du petit-fils de Maria Féodorovna. L'œuf est d'une grande beauté, conforme à l'austérité du temps, sans débauche d'or ou de pierres précieuses. En 1917, la Révolution éclate. La troupe se range du côté des insurgés. L'armée abandonne le tsar qui abdique. En octobre, les forces révolutionnaires prennent le pouvoir. Le 17 juillet 1918, la famille impériale est sommairement exécutée. L'homme qui avait semé tant de pierres précieuses sur la route des Romanov disparaît avec eux. Karl Fabergé quitte la Russie pour s'installer en Suisse, à Lausanne, où il décède peu de temps après, au début de l'automne 1920. Il est inhumé à Cannes, dans la terre de France que ses ancêtres avaient quittée 2 siècles auparavant. En Russie, le jeune pouvoir soviétique, qui a besoin d'or et de devises, vend les trésors impériaux. Les objets de Fabergé sont démontés pour récupérer l'or et les pierres précieuses. Des dizaines de milliers d'œuvres du joaillier partent aussi dans les bagages des Russes qui fuient vers l'exil et qui tentent de survivre en vendant des objets précieux. Un marché va s'ouvrir pour ces bijoux qui suscitent un engouement médiatique.
Tragic irony attaches to this collection of treasures now being offered for sale in New York. For these were the gifts of the last Tsar of Russia to his Tsarina. Le millionnaire américain Malcolm Forbes, dans une compétition teintée d'affrontements idéologiques, souhaite posséder plus d'œufs que le Kremlin. It's always fun to beat the Kremlin in a competition if it's not nuclear. En 2004, les héritiers de Malcolm Forbes mettent sa collection en vente. Avant les enchères, un industriel russe, Viktor Vekselberg, parvient à acquérir la totalité des pièces. La fondation Link of Time rachète les œuvres éparpillées pour les ramener dans leur pays d'origine. Désormais, le musée Fabergé, installé dans le palais Chouvalov à Saint-Pétersbourg, offre au regard des visiteurs une collection somptueuse comportant plus de 1000 pièces. Mais cette saga romanesque ne s'arrête pas là. Un dessin préfigurait la réalisation d'une ultime œuvre de Fabergé destinée à la tsarine Alexandra en 1917. Sa fabrication n'a jamais été terminée à cause de la chute de l'Empire. Or, quelques éléments importants de cet œuf ont été retrouvés au musée minéralogique de Moscou. L'œuf est en verre bleu nuit. Les constellations du jour de la naissance du tsarévitch, Alexis, sont gravées sur la coupole. Il semble dire que le destin du jeune héritier du trône était déjà inscrit dans le ciel le jour de sa naissance. L'œuf repose sur des nuages en cristal de roche opaque. Le dessin initial prévoyait la présence de chérubins en argent. Cette œuvre prémonitoire est d'autant plus émouvante qu'elle est inachevée.